Salut tout le monde, bienvenue sur Crime et Châtiment, je suis super heureuse de vous revoir, bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous les nouveaux. Aujourd'hui on va être un petit peu gourmand, on ne va pas parler d'une histoire mais de trois petites histoires qui vont être toutes en lien avec le même sujet, la plateforme ou plutôt le réseau social TikTok. Donc en fait TikTok c'est une application qui est sortie en 2016 où globalement c'est des vidéos très courtes, moins d'une minute, où on danse, on fait des chorégraphies, où on fait des blagues, on fait du make-up, on fait des playbacks, il y a vraiment un peu de tout. Je sais que je suis tombée une fois sur des vidéos de crochet par exemple, donc il y a plein de trucs un peu niche et c'est ça qui est vraiment cool parce qu'il y a une grande diversité. Et c'est vrai que cette application, on l'a de plus en plus utilisée depuis le premier confinement, on s'est vraiment tous mis dessus quasiment. Et puis comme d'habitude, comme tout ce qui touche à internet, il va y avoir des abus et il va y avoir des meurtres. Et du coup, nous, ça va nous intéresser. Pas plus d'introduction, prenez quelque chose à boire, à manger, installez-vous très confortablement, éteignez les lumières d'ailleurs si le cœur vous en dit. Et puis on est vendredi, c'est l'heure du crime, générique. My gun was under the seat. Alors juste petit préambule, les trois histoires dont je vais vous parler aujourd'hui, bien entendu, ce ne sont pas les seules histoires de meurtres sur TikTok. Je sais qu'il y en a eu un peu d'autres. Certaines d'entre elles d'ailleurs, on pouvait même carrément en faire des vidéos entières, mais je trouvais ça plus intéressant d'un peu de compiler et de voir des mécaniques assez différentes sur chaque histoire. Et d'ailleurs, en parlant d'histoire, commençons tout de suite avec la première. Notre première affaire est celle de Claire Miller. Claire Miller, elle a 14 ans, elle est en l'équivalent d'un 3e dans le Lancaster Day County School et comme pas mal de jeunes de son âge, et du coup elle a un compte TikTok où globalement elle fait des playbacks, des danses, des blagues sur des séries ou sur des animes et c'est vrai que c'est un compte qui marche plutôt bien parce que sur certaines de vidéos, elle a plus d'1 million de vues, elle a des centaines de milliers de likes, etc. Et du coup ça représente bien le fait que TikTok, ça peut permettre, entre guillemets, de faire passer des inconnus, des totales anonymes, de l'ombre à la lumière, on va dire, en un claquement de doigts à partir du moment où ça plaît. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu une reconnaissance quand même très éphémère. Et donc, on va dire un contenu plutôt très sympa, voilà, de collégienne, on va dire, même si on peut remarquer 2 ou 3 vidéos qui sont peut-être un peu plus sombres, où elle parle par exemple des meurtres qu'il y a dans les livres de Stephen King, ou des morts de ses personnages préférés, etc. Mais, enfin, c'est rien d'inquiétant, je veux dire, on fait tous des blagues un petit peu sombres sur les morts de nos personnages préférés de séries ou de films, donc on va dire rien d'alarmant au premier abord. Et cette charmante utilisatrice de TikTok a été arrêtée le 22 février 2021, donc très récemment, pour le meurtre de sa sœur de 19 ans. En fait, quelques jours avant son arrestation, elle a appelé la police en répétant encore et encore qu'elle avait poignardé sa sœur Hélène. Hélène qui avait 19 ans et qui, à la suite d'une paralysie du cerveau, était dans un fauteuil roulant. Et à l'arrivée de la police devant chez elle, en fait, elle attendait dehors devant la porte de sa maison et il y avait du sang dans la neige. Donc en fait, on supposait qu'elle avait essayé de s'essuyer le sang sur ses mains dans la neige, même si en soi, il restait encore des traces d'hémoglobine sur ses vêtements. Quand ils sont arrivés dans la chambre d'Hélène, les policiers ont découvert son corps allongé avec un oreiller qui cachait son visage, un oreiller qui lui aussi avait été taché de sang. Et en fait, quand ils ont enlevé cet oreiller, assez fort comme scène quand même, puisque Hélène avait un grand couteau de cuisine planté entre son cou et son torse. Donc j'ai pas pu trouver de photos de la scène de crime, donc je pourrais pas exactement situer où, mais je suppose voilà à peu près là. Et elle avait été poignardée de nombreuses fois du coup au visage, au cou et au torse. Et à cause de son handicap, Hélène n'avait pas pu se défendre face au coup de sa petite sœur Claire, qui du coup l'avait poignardée pendant que ses parents dormaient. Et malgré tout ça, Hélène a été quand même transportée à l'hôpital où malheureusement elle est morte à la suite de ses blessures à 4h13, c'est très précis, du matin.
On n'a pas par contre de réel motif. On ne sait absolument pas pourquoi elle a fait ça. La police elle-même n'a pas grande idée. Étant donné que son compte TikTok a été suspendu, on peut s'interroger si oui ou non ce meurtre a eu un lien du coup avec sa pseudo-fame sur ce réseau social là ou pas. Est-ce que c'était, je sais pas, est-ce qu'elle l'a poignardé à cause d'un pari? Est-ce que c'était pour devenir encore plus connue après? Est-ce qu'elle comptait filmer toute cette scène là, mais qu'elle s'est vite ravisée, qu'elle a pris peur et elle a appelé la police? Est-ce que elle a voulu s'inspirer de vidéos peut-être un peu trash qu'on peut trouver quand même sur cette application? On ne sait pas vraiment. Est-ce que en fait ça n'a aucun lien avec TikTok et que au final c'est simplement une querelle de sœurs ou que sais-je? Là encore, on ne sait pas du tout. J'ai quand même la faiblesse de croire qu'il y a un lien quand même avec ce réseau social là, mais on n'en a en tout cas aucune idée, même si c'est une affaire à suivre puisque la police n'a pas encore vraiment bouclé son enquête. En tout cas, le procureur a annoncé qu'elle allait être jugée non pas comme une mineure mais comme une adulte et bien entendu toute sa famille est complètement dévastée de la perte de l'une de leurs filles. Donc voilà, c'est un peu une affaire à suivre parce que je pense qu'il y a encore pas mal de précisions qu'on pourrait apporter à cette histoire étant donné qu'elle est encore très très récente. Du coup, voilà, on va dire que c'est une bonne mise en bouche sur la suite des histoires. Notre deuxième affaire, c'est celle de Jessica Lewis et Austin Wenner. Alors honnêtement, on aurait pu faire une vidéo entière rien que pour eux. Mais je me suis dit que c'était quand même plutôt intéressant de voir des mécaniques différentes autour du True Crime et de TikTok. Et en fait, toute cette histoire, elle a commencé avec l'application Randonautica. C'est une sorte de Google Maps qui vous donne des coordonnées géographiques assez aléatoires proches de chez vous pour vous permettre du coup d'explorer un petit peu la région, vos alentours, à des endroits en fait où vous ne serez jamais allé. Et c'est vrai que cet été, ça a été un petit peu une tendance où les gens utilisaient cette application. Et le truc, c'est que cette application a un peu la fâcheuse tendance de vous emmener dans des localisations très effrayantes ou creepy. Par exemple, vous pouviez tomber sur une zone militaire désaffectée ou une église abandonnée ou une maison assez creepy. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de vidéos du coup sur le sujet où des gens partaient à la recherche et faisaient une sorte de chasse aux fantômes, etc. Enfin voilà, c'était un peu... À chaque fois, on tombe quand même sur des trucs assez étranges, sur des poupées, sur... Bref, pas très net, on va dire. C'est du coup ce qui est arrivé le 20 juin 2020 quand deux adolescentes ont décidé d'utiliser du coup cette application et de faire une vidéo TikTok à propos de ça, de montrer un petit peu toute leur démarche et toutes les découvertes qu'elles avaient pu faire. Et l'application les a menées jusqu'à une plage à West Seattle Beach, une partie de plage où elles ont découvert sur des rochers recouverts d'algues une valise noire. Bon, intriguant on va dire, et du coup elles ont poussé un petit peu le vice jusqu'au bout. Elles sont parties aller regarder quelle était cette valise, elles ont soulevé on va dire le couvercle avec un bâton et là elles ont découvert des grands sacs plastiques noirs. Alors au début elles se sont dit punaise, si ça se trouve c'est de l'argent, on est tombé sur le jackpot, avant qu'une odeur complètement pestilentielle ne leur arrive aux narines et qu'elles découvrent et qu'elles réalisent avec effroi ce qu'il y a en réalité à l'intérieur. En réalité donc, ce sont les corps de Jessica Lewis qui a 35 ans et Austin Wenner qui en a 27. C'est un couple très charmant du coin. Ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble. Jessica, elle a 4 enfants. Elle travaille dans une sorte de maison de retraite ou maison pour des personnes qui ont besoin de soins. Et Austin, lui, on ne sait pas trop ce qu'il fait dans la vie, mais on sait qu'on le surnomme Cash, qu'il est fan de musique country, qu'il adore faire du camping, etc. Et en réalité, on a découvert qu'ils ont été abattus 10 jours avant cette découverte, qu'ils ont été démembrés et qu'ils ont été stockés du coup dans cette valise, dans ces sacs plastiques. Alors bien entendu, les adolescentes qui ont découvert cette valise ont coopéré avec la police pour leur donner le peu quand même d'informations qu'elles avaient. Notre suspect numéro 1, ce serait un certain Michael Dudley, leur propriétaire, qui a été du coup arrêté quelques temps après cette découverte et qui les aurait tués entre autres pour une question de loyer. Donc c'est un petit peu encore flou, mais on se doute que le personnage est un suspect quand même fortement intéressant puisque sa fille l'avait accusé dans le passé d'abus sexuels sur elle quand elle était petite.
Cette histoire va quand même soulever pas mal de questions. La première, c'est, même si on se doute que c'est un hasard, quelle est du coup la responsabilité de l'application Randonautica? Parce que c'est vrai que là, les jeunes filles, elles ont fait une aventure très traumatisante, mais une aventure. Mais c'est vrai que c'est un petit peu étrange qu'à chaque fois, cette application mène les gens à des endroits bizarres, dérangeants, etc. Donc là, qu'on puisse retrouver un corps, alors oui, encore une fois, c'est peut-être purement aléatoire, mais ça commence quand même à faire beaucoup de coïncidences et du coup, c'est un peu dérangeant. Donc on se demande quand même quelle est la part de responsabilité de l'application dans cette histoire. Et la deuxième et plus importante question, ça va être surtout sur les conditions d'utilisation de TikTok. Parce que l'application, pendant très longtemps, elle a refusé d'enlever et de supprimer cette vidéo en disant que c'était pas contraire avec leurs règles d'utilisation, leurs conditions d'utilisation. Et il a fallu que la famille, voire même les avocats s'en mêlent pour que la vidéo soit supprimée, parce que forcément, ils n'avaient pas envie que Jessica et Austin soient souvenus comme simplement des bouts de corps dans des sacs plastiques, mais plutôt comme les personnes joyeuses qu'ils étaient d'habitude. Et du coup, ça interroge sur tout ce que peuvent voir les jeunes sur cette application. Parce que honnêtement, dans les utilisateurs, la grande tranche d'âge est plutôt jeune de TikTok. Du coup, on peut s'interroger sur tout ce qu'ils peuvent voir, s'il y a d'autres vidéos comme ça qui n'ont pas encore éclaté au grand jour, s'il y a des trucs un peu trash. C'est du coup assez dangereux, c'est assez dérangeant du coup pour eux également, parce que ça fait peur, tout simplement, ça peut être traumatisant, ça peut leur donner de mauvaises idées, puis on peut même trouver encore plein de raisons. Du coup, c'est vrai que cette histoire a posé un gros point d'interrogation derrière la politique de TikTok. Et enfin, la troisième histoire, c'est celle d'Isabella Guzman. En fait, je trouve ça intéressant parce qu'on va voir vraiment des mécaniques différentes. Du coup, Isabella Guzman est devenue, il y a quelques mois, une trend sur TikTok. Une trend, c'est une tendance globalement assez éphémère, mais qui est assez intense, comme par exemple, alors je vais me prendre un coup de vieux, mais le vieux challenge qu'on avait eu à un moment où il fallait se renverser un seau de glaçons sur la tête, c'est un petit peu globalement le même style. Et il faut savoir également que une partie de la communauté des gens, des utilisateurs sur TikTok, ont la fâcheuse tendance de romantiser énormément les criminels et en particulier les tueurs en série. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de vidéos qu'on appelle des POV, donc des point of view, qui disent donc celui qui regarde c'est comme si c'était la personne, ou c'est globalement pas mal de jeunes hommes qui se veulent un peu séduisants, qui se mettent en scène comme s'ils étaient un tueur en disant pauvre, tuer ma victime, je suis en train de te noyer ou que sais-je. Donc déjà rien que ça c'est extrêmement dérangeant, mais également il y a pas mal de vidéos qui font des sortes de petits montages, de petites vidéos sur des tueurs en série en disant oh Ted Bundy est super beau, j'aurais bien voulu être l'une de ses victimes, je comprends pas pourquoi c'est un criminel, blablabla. Bla, bla, bla. Donc rien que ça, c'est extrêmement malaisant et dérangeant et dangereux pour plein de raisons. Et du coup, c'est ce même état d'esprit qui a permis à Isabella Guzman de devenir connue sur cette plateforme. Et du coup, en 2020, il y a une vieille vidéo de 2013 d'Isabella Guzman qui est ressortie, qui a fait un peu sensation, où en fait on la voit à son procès, donc plutôt mimi en apparence, qui sourit, etc., avec la musique par-dessus, Sweet But Psycho de Ava Max. Et c'est vrai que ça a fait pas mal sensation, parce que dans les commentaires, c'était beaucoup de mais comment est-ce qu'elle peut être une criminelle parce qu'elle est super jolie, ou elle est adorable, j'aimerais être comme elle. Ou mais on dirait que c'est la Harley Quinn des temps modernes, etc., etc. Donc beaucoup ont un peu idolâtré en fait Isabella Guzman, ont fait des montages sur elle, ont fait des vidéos où ils reproduisent ses mimiques, etc. Et en réalité, c'est pas du tout ça en fait. Non, faut pas faire ça. Parce qu'en 2013, Isabella a été arrêtée pour le meurtre de sa mère, Yoon Hee-moy, qu'elle a poignardé 79 fois. C'est beaucoup. Au visage, au cou et au torse à seulement 18 ans. En fait, elle s'était enfermée dans la salle de bain avec sa mère. Son beau-père a entendu un énorme bruit. Il s'est précipité pour voir ce qui se passait. Il a quand même réussi à voir du coup Isabella
penché au-dessus de sa mère avec le grand couteau de cuisine. Et d'ailleurs, elle s'est enfuie à la suite de cette découverte plus que macabre, mais elle a été arrêtée les jours suivants. En réalité, Isabella aurait subi des abus de la part de sa famille avant, et en 2014, les médecins l'ont diagnostiquée comme étant schizophrène, et en fait, pour elle, sa mère n'était pas sa vraie mère, c'était une femme qui s'appelait Cecilia, qu'elle a tuée pour sauver le monde. Bon, là on peut se dire quand même que le discernement n'était peut-être pas top. Et d'ailleurs, peu avant le meurtre, sa mère avait appelé la police le jour même, donc vraiment quelques heures avant, parce que sa fille avait un comportement un peu étrange, et son beau-père d'ailleurs l'avait pris à parté pour avoir toute une conversation sur le respect qu'on doit avoir pour ses parents. Une conversation qui a été bien prise apparemment, puisque quelques heures plus tard du coup, elle s'est retrouvée avec du sang sur les mains, à poignarder des dizaines de fois sa mère. Et du coup, on suppose que c'est à cause du coup de ce trouble mental que sur la vidéo, elle ne présente aucun remords, qu'elle sourit, qu'elle fait des grimaces, etc. Et du coup, maintenant, elle est dans l'hôpital psychiatrique de Pueblo dans le Colorado. Et pour revenir un petit peu sur l'effet de mode qu'elle a été sur TikTok, c'est assez hallucinant de se dire que 2-3 effets, une musique un petit peu punchy, une fille assez mignonne, bah forcément ça fait une trade que les gens sont prêts à lui ressembler, à faire ses mimiques, à dire mon Dieu c'est un modèle, mais comment est-ce qu'elle peut être... Enfin, je suis désolée, mais moi en fait ça me perturbe énormément. C'est plus qu'inapproprié, c'est plus que malsain, c'est plus que dangereux surtout. Et du coup, encore une fois, ça interroge sur toute la responsabilité que peut avoir la plateforme derrière. Du coup voilà, je vais arrêter avec mes petites idées et mon petit blabla. C'est la fin du coup de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, quelle histoire vous avez préférée, quel est votre avis du coup sur tout ça, sur les 3 histoires, quel est votre avis sur le mobile potentiel de Claire dans la première histoire, quel est votre avis sur la responsabilité de la plateforme sur la 2e et la 3e histoire du coup également. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, et puis bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!